Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui a impliqué un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camarade délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Travaille dans quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani, habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. Pour beaucoup d'Africains, un président aussi jeune et aussi novateur est un espoir pour tout le continent. Thomas Sankara fait parler de lui au-delà des frontières. Il se lie d'amitié avec John Jerry Rawlings, président révolutionnaire du Ghana voisin, avec qui il partage les mêmes aspirations pour l'Afrique. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelet, soit pour débarquer d'une caravelle
un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Pour Sankara, Vittel est l'occasion de se frotter à une alliance qu'il considère de néocolonialiste. Vittel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vittel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux FOCA, réseaux ceci, réseaux cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux. Et bon, on pouvait faire et défaire les chefs d'État, on pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. Sommet de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Thomas Sankara prend à partie les autres chefs d'État. Ses propos portent sur les problèmes comme la dette, qui touche l'ensemble des pays du tiers-monde, dont les intérêts viennent d'être fortement augmentés. Son discours pointe aussi du doigt tous les dirigeants qui, au nom d'un système de domination nord-sud, avilissent leur peuple tout en s'enrichissant personnellement. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner.
Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. « 1986. La Révolution entre dans sa 3e année. Au niveau national, la situation se dégrade. Sankara, toujours aussi intransigeant, veut achever son combat contre les ennemis au sein de la nation. Instaurés dès 1983, les TPR, tribunaux populaires de la Révolution, jugent les membres des gouvernements précédents accusés de détournement d'argent et de corruption. Cette intolérance fait peur aux privilégiés, même si les peines sont légères. Devant se justifier aux yeux de toute la population, en public, mais aussi à la radio et à la télévision, les accusés sont déshonorés. Dans la logique de la destruction de l'État dit néocolonial, on avait commencé à dégager des gens, des fonctionnaires et des militaires de l'armée, des magistrats de la justice, parce qu'il fallait évidemment créer un État conforme à l'éthique révolutionnaire. La condamnation sous la révolution, lorsqu'on est travailleur, c'est la suspension. Cela veut dire qu'on travaille pendant un certain temps, mais gratuitement, pour le peuple. Et il y a les dégagements, vous êtes chassé de la fonction publique. Dans la forme, les TPN étaient attentatoires à la liberté, aux libertés individuelles, dans la mesure où les garanties de la défense n'étaient pas assurées, puisque
il n'était pas possible de se faire assister par un avocat. Deuxièmement, et ça c'était peut-être plus grave, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'était à l'accusé de faire la preuve de son innocence et non pas à l'accusation de soutenir l'accusation et de faire la preuve de la culpabilité. Aux quatre coins du pays, dans les villages, les écoles et les entreprises, la population récupère à sa façon la justice révolutionnaire. On juge en interne ceux qui ont une attitude contre-révolutionnaire ou qui ne travaillent pas assez. Les indésirables sont écartés. Certains érigent leurs propres tribunaux pour des règlements de compte personnels. Nous, au niveau du collège, on a instauré les TPR pour juger ceux qui vont à l'encontre des idéaux de la révolution. Beaucoup de nos camarades sont passés au TPR au collège. Et nous avons également dénoncé notre directeur et puis un professeur de français et bien d'autres professeurs. Et à chaque fois, on nous écoutait. Bon. Mais il a fallu régulièrement faire des aménagements parce que l'ambiance révolutionnaire, tout ce qui se passait, faisait que on peut ne pas être objectif.